est parti pour le quart d'heure NBA, toujours en compagnie de Duke Chamba et de Benoît Peters. Nous sommes donc mardi 16 novembre. Il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA puisque les Hornets de New Orleans ont été battus cette nuit chez les Mavs de Dallas de 3 points seulement. Courte défaite pour l'anecdote. DJ Mbenga, la nouvelle équipe de DJ Mbenga a été battue par l'ancienne équipe de DJ Mbenga à Dallas, là où il a quand même posé ses quartiers américains, Duke, Didier. Bah écoute, à mon avis, quand les Hornets sont descendus à Dallas, il les a amenés dans Sacré Prix. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Mais au moins, je crois que maintenant le championnat est lancé. Parce que surtout comme un championnat comme l'NBA, 82 matchs, je crois qu'on a vite tendance à se chauffer pour rien. Oh, une équipe invaincue. Il n'y a pas une équipe qui va faire 82 matchs sans perdre de toute manière. Et même les gens commencent à parler des 72 victoires. Non, je veux dire maintenant, voilà, le championnat est lancé. Et c'est ça le calendrier NBA. C'est des hauts, c'est des bas, c'est rebondir, c'est des crêpes, c'est des... Voilà. Maintenant, il y a quand même une tendance. C'est vrai qu'on n'est pas très très loin. 3 semaines seulement. Mais en 3 semaines, c'est pratiquement 300 matchs joués. Selon le tempo NBA, on a 1/8 de la compétition. Moi, je trouve qu'il y a globalement une chose qui est déjà frappante. C'est toujours cette différence entre les deux conférences. Il y a beaucoup de consistance à l'ouest. Il y en a nettement moins à l'est. Même s'il y a un top 5 qui est bien dessiné déjà maintenant dans la conférence Est, avec des candidats au titre, c'est certain, mais il y a un cruel manque de consistance, alors qu'on pouvait espérer, avec les différents mouvements qu'il y avait eu, et notamment dernièrement Stoudemire du côté de New York, qui passait de l'Ouest à l'Est, on pouvait espérer un rééquilibre. Il ne vient pas. C'est dû à quoi, selon vous ? Moi je pense que Stoudemire concernant New York, ça peut être une déception. Sinon les autres mouvements principaux se sont quand même effectués chez les ténors à l'est. Et donc c'est là qu'on voit que par exemple à l'ouest, un New Orleans ou même une équipe comme Utah sont des équipes considérées du subtop, mais qui peuvent quand même avoir le grain de sel en haut. Tandis qu'on n'a pas ça à l'est, on a l'impression d'avoir les 4 ou 5 ténors et puis un creux énorme. Et puis les autres équipes, on a l'impression d'une double division en fait à l'est, tandis qu'à l'ouest, c'est homogène jusqu'à presque la 10e place, quoi. Effectivement, ouais. Ben, moi, je crois qu'alors, pour émanciper un petit peu ce que Ben est en train de dire, la raison pour laquelle il y a cette telle différence, c'est que les transferts qui ont été faits de l'ouest vers l'est, même si sur papier ce sont des go-to guys, mais ce ne sont pas réellement des joueurs qui, eux, ont un tel impact sur leur équipe. Il y a ce dilemme Stoudemire. Mais Stoudemire était aussi bon que le double MVP avec qui il jouait, Steve Nash, à Phoenix. Maintenant, il se retrouve à évoluer avec un distributeur qui est loin derrière Steve Nash. On sent la différence. On voit même les deux, même s'ils sont restés dans leur conférence. Mais on est obligé de revenir parler du Heat. On a les poids lourds qui descendent là. Il y a encore une cohésion ici qui n'est pas là. Pourquoi ? Une fois de plus, parce que le meneur n'est pas un meneur top qualité. Et donc c'est ça, je veux dire, aussi bien que le basket c'est un sport de grand, il faut quand même ramener un petit peu l'église au milieu du village, et ils ne sont aussi bons que leurs meneurs de jeu. Ouais, moi je crois que ça reste, c'est vrai, les point guards, on le voit encore en ce début de saison. À l'Est, on a un Derrick Rose qui porte Chicago sur ses épaules. On n'oublie pas le rôle d'un Luol Deng et surtout le rôle d'un Joachim Noah. Mais quand on se dit que Carlos Boozer va venir, on a effectivement le sentiment que Chicago peut vraiment nourrir de belles ambitions cette saison. Les Celtics ont réussi un excellent départ, il y a du monde, mais une fois de plus, quand on voit le début de saison de Rajon Rondo, il est fracassant. Qui a battu John Stockton pour le plus grand nombre d'assists sur les premiers matchs. Il a tout de suite annoncé la couleur. Les Celtics ont battu 2 fois le Heat et à chaque fois Rondo a fait mal. Bon, on a cité à l'ouest les Hornets, mais c'est tout l'effet de Chris Paul lui aussi qui est distributeur. On parle de Utah qui récemment a été le roi du comeback, est allé gagner 4 matchs en 5 jours à l'Est, en commençant par Miami et Orlando, avec chaque fois quand même un Deron Williams à la baguette. Ouais. C'est vraiment de plus en plus, c'est vrai qu'on parle toujours des big men, tu rappelles souvent que le basket c'est une histoire de grand, tout le monde cherche cet élément dominateur à l'intérieur, le big man, mais malgré tout, le basket est aussi un sport de petit, parce que le point guard, c'est quand même celui qui a le ballon en premier, c'est lui qui est la base de tout, d'une attaque. Quand on regarde, et pourtant c'est une équipe qui n'a pas des superbes résultats, mais prenons le cas des New Jersey Nets.
on a un Devin Harris à la pointe qui fracasse. Et on se retrouve maintenant dans une situation où même les Nets commencent à gagner des matchs. Ils ont un pourcentage positif. Oh, wow. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tout le monde les donnait. Non, déjà... ils sont pas. Non, n'exagérons rien, parce qu'à l'Est, en positif, ils sont pas nombreux. Mais mais ce qui confirme justement la faiblesse de la conférence. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà pratiquement. Comparé à ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ce qui n'était pas difficile. Voilà. Mais ils ont déjà gagné 4 fois peut-être en 10 matchs. Ce qui est pas mal pour eux. Donc ça c'est clair. Donc moi à ce niveau-là, je crois que c'est un petit peu ça. Et on regarde de l'autre côté, dans la côte ouest, ce qui s'est passé, c'est que les changements qu'ils ont faits, ils se sont réellement renforcés. Je veux dire, ils ont pris des role players, mais qu'ils ont réellement incorporé, c'est un petit peu une bonne partie de l'ego. Oui, à ce titre, il faut quand même rappeler les Spurs, parce qu'ils ont, en tout cas ce mardi 16 novembre, ils n'ont qu'une seule défaite en 9 matchs, tout comme New Orleans. C'est les 2 meilleurs bilans de la Ligue. Ça, c'est un petit peu inattendu, mais bon, là aussi, on a un Tony Parker qui s'est libéré, il a signé son contrat, il avait travaillé cet été, il y a Ginobili qui est là, il y a toujours Duncan, il y a un Jefferson qui livre sa 2e saison, mais on connaît l'art des Spurs et de Popovich de construire vraiment une équipe qui peut être compétitive. Ils le sont. Il va falloir aller les chercher. Plus que l'an dernier, j'ai l'impression que les Spurs, même s'ils ont un an de plus, ont abordé cette saison avec une toute autre motivation et beaucoup plus solide. On a parlé de Dallas, c'est un peu la même chose. Jason Kidd fait un excellent début de saison. Il y a Tyson Chandler qui est arrivé à l'intérieur, qui apporte l'impact que Brandon Haywood malheureusement n'a pas pu apporter alors qu'il était arrivé en cours de saison dernière pour un peu remplir ce rôle. Donc ça rejoint effectivement ça, la recherche d'équilibre qui a été accomplie. Et on voit que même à l'Ouest, même dans les derniers de classe, il y a des performances. On a eu Kevin Love des Wolves. Where is the love? J'adore. Moi, j'adore. Franchement, ça. T'as vu comme je le mets bien là. Voilà. C'est l'amour, ça allait. Mais quand même. Mais rappelle-nous cette performance, Duke. Mais bon, c'est quand même 31 points, 31 rebonds, et ça fait 30 ans que c'est plus arrivé. Et on en parlait justement avec Ben en début de reportage. Je crois que c'est quoi? C'est la première fois depuis l'ère... La première fois depuis l'ère des 24 secondes que ça arrive. Donc là, la performance 31 est immense. points, 31 rebonds. 31 points, 31 rebonds, c'est monstrueux. C'est monstrueux, surtout... On parlait de ce concept au début, je me rappelle, c'était l'un des premiers podcasts qu'on avait fait, on parlait du concept de l'index. Ok, maintenant on prend l'index, on jette cette histoire et on regarde simplement les colonnes. Ah oui, il faut bien sûr préciser qu'ils ont quand même gagné. Et donc c'est là qu'on se dit, ça vaut réellement son pesant d'or, ce genre de performance, surtout pour un Kevin Love, où on critiquait un peu au début son arrivée dans la Grande Ligue, mais on montre dans le concept des role players qu'il y a réellement quelque chose. Donc maintenant, il faut voir comment eux vont continuer à développer ça autour d'un joueur pareil. Oui, et puis bon, Kevin Love en fait partie. Il y a énormément, je trouve, cette saison, de rumeurs de transfert. Il y a eu ce fameux été qui a tant fait parler de lui et couler d'encre, mais ça continue. Ah, bien sûr. On sait qu'on peut encore transférer jusqu'à mi-février, je pense. Même de Nash, on en a parlé, qu'il pouvait partir. Il y a toujours à la fois la situation financière, à la fois la situation sportive. On regarde les joueurs en dernière année de contrat, on veut encore en obtenir quelque chose. C'est extrêmement difficile de gérer une franchise NBA, d'être à la fois présent et déjà dans le futur, parce qu'on sait très bien que les choix peuvent influencer les 4-5 années à venir. Et c'est pour ça que quand on regarde la Ligue, et bon, il y a ce vent de lockout qui est sur le point d'arriver, c'est pour ça aussi que je voudrais quand même en parler performance. Je voudrais mettre en avant 2 dernières performances. C'est déjà Paul Pierce, qui vient de mettre 20 000 points. Superbe, ça prouve un petit peu que... Parce que maintenant, on pense Paul Pierce, on pense finale NBA, ainsi de suite, mais c'est quand même un joueur qui a cravaché. Pendant 3-4 années, il perdait, il gagnait pas en playoff, ainsi de suite. Et de l'autre côté, ma man, Kobe Bean Bryant, qui vient quand même de mettre, qui est le plus jeune joueur de l'histoire de la Grande Ligue, à mettre 26 000 points. Mais son équipe a perdu. Mais c'était à Denver, non. Mais ils sont quand même 12 champions NBA, il met 26 000 points. Et donc voilà. Non, c'était une boutade par rapport justement à ça, parce que le collectif continuera à primer. Ouais. Je suis certain que Kobe préférait aller gagner à Denver et ne rien savoir de ses 26 000 points. Bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Il a acheté 32 fois. Il a gagné pour les 26 000. Toi, tu as l'opportunité de mettre 26 000 points. Tu vas pas acheter pour? C'est vrai que Kobe, mais de toute façon, Kobe. De devenir le plus jeune surtout. Ouais.
C'est ça. Bon, sachant que il y a des gens qui respirent dans sa nuque. Hein. Il y a du Kevin Durant, il y a LeBron James. Enfin bon, 26 000 points, c'est énorme. 26 000 points, c'est énorme. Et c'est là, je pense que même si on parle de cette ligue où il y a énormément de changements, de rumeurs, de trade, il y a quand même encore, je veux dire, cette consistance. Il y a certains joueurs qui, eux, sont la ligue. On a des Tim Duncan, on a des Kobe Bryant, on a Paul Pierce, Kevin Garnett. Et on souhaite ça aussi à Kevin Love. Kevin Love. Eh ben, je propose qu'on termine sur cette belle parole de Duke. Ce love is in the air. Voilà, c'était la page NBA, un petit peu écourtée, mais il fallait choisir une sortie tout en douceur. Elle a été trouvée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le site Sideline Basket, où vous pouvez trouver pas mal d'infos concernant le basket qu'on aime, à la fois le belge, à la fois l'européen, à la fois l'international. La petite boule orange. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Go Spiro.